Est-il normal d'avoir un enfant? Bonjour. Alors, le besoin de concevoir un enfant est aussi vieux que l'humanité, mais le besoin d'avoir un enfant, il me semble, est bien plus récent. Dans cette vidéo, je vais mettre de côté l'aspect évolutionniste et biologique de ce qui nous pousse à la reproduction pour me concentrer plus sur certains aspects sociaux qui peuvent jouer un rôle considérable aujourd'hui dans notre besoin d'avoir un enfant. Et c'est sur ce mot-là que j'insiste, avoir. Je pense qu'il y a un phénomène, un double phénomène très prégnant et très récent aussi sur l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ça a débuté aux environs du XVIIe siècle. L'historien Philippe Ariès en a assez bien parlé. Il y a eu une scission progressive dans les populations du monde occidental. D'un côté, on a eu les adultes et de l'autre, les enfants. Ou plus exactement, on a eu un prolongement de l'état de l'enfance qui allait bien au-delà de ce qu'il était autrefois. Aujourd'hui, on est loin de la Renaissance et on est arrivé à un stade très avancé de cette séparation idéologique. On a d'abord une prise en charge et un encadrement des moins de 18 ans qui les a menés à déserter la société au point qu'à ce jour, je pense qu'on peut affirmer sans trop de risque de se tromper, qu'on n'a jamais vécu dans un monde où il était presque impossible d'entrer librement en contact avec des moins de 18 ans. Ariès parle de cette situation dans son livre « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Il y a une citation, je pense, assez connue dans son introduction qui parle de ça en rapport avec la scolarisation. L'école s'est substituée à l'apprentissage comme moyen d'éducation. Cela veut dire que l'enfant a cessé d'être mélangé aux adultes et d'apprendre la vie directement à leur contact. Malgré beaucoup de réticences et de retard, il a été séparé des adultes et maintenu à l'écart dans une manière de quarantaine avant d'être lâché dans le monde. Cette quarantaine, c'est l'école, le collège. Commence alors un long processus d'enfermement des enfants, comme des fous, des pauvres et des prostituées, qui ne cessera plus de s'étendre jusqu'à nos jours et qu'on appelle la scolarisation. La scolarisation, c'est la manifestation de notre nouvelle perception de l'enfance. Mais à côté de cette mise en retrait des plus jeunes, il y a un autre phénomène. La société a de plus en plus resserré la vis sur la nécessité à ce que les familles soient les seules et uniques preneuses en charge des enfants. Et les familles se sont montrées de moins en moins tolérantes à ce que leurs enfants, à ce que leur progéniture fréquentent librement le monde qui les entoure. Peter Gray notamment en parle dans son livre Libre pour apprendre, où il montre qu'il y a eu une forte baisse des activités libres entreprises par les enfants. Et donc tout ça, ça mène à ce qui est un nouveau sentiment, un nouveau lien filial entre parents et enfants. Donc d'un côté, la quasi-impossibilité de fréquenter librement des personnes de moins de 18 ans, de l'autre, la possibilité d'avoir pour soi une personne de moins de 18 ans. Si on regarde ces deux situations, on remarque qu'elles sont diamétralement opposées l'une à l'autre. Ce sont presque deux extrêmes. L'impossibilité de fréquenter des enfants et l'obligation de vivre quotidiennement avec un ou plusieurs enfants qui est à nous. Alors ce que moi j'en dis, c'est qu'il y a une forte interdépendance entre ces deux configurations. La première justifie la seconde, pendant que la seconde vient légitimer la première. Parce que je ne peux jamais côtoyer d'enfants librement, je développe petit à petit le besoin d'en avoir un pour moi. Et le fait plus tard d'obtenir un enfant, lorsque je deviens parent, c'est comme ça que ça se passe le plus souvent, eh bien ça va faire naître chez moi un sentiment d'attachement particulièrement fort vis-à-vis de l'enfant qui me dissuadera de le laisser libre d'être accessible aux autres et par là même d'accéder aussi aux autres. Ça va dans les deux sens. Et donc en fait, cette deuxième situation joue aussi un rôle compensatoire sur la première. Donc ces deux situations coexistent et s'alimentent entre elles. Et plus, dans la première phase, l'enfant aura été exclu de notre vie, plus dans la seconde, on aura ce besoin de se l'approprier. Parce qu'on a tellement jeté l'enfant loin de nous, on a tellement, au fil des siècles, voulu s'écarter de lui et créer une fosse entre lui et nous, qu'on a développé parallèlement le besoin de le posséder et de l'avoir fermement sous notre contrôle. Alors ça pourrait paraître paradoxal, mais en fait non, parce que si on ne considérerait pas les enfants comme des êtres aussi étrangers à nous, adultes, on n'aurait pas de raison d'exercer tout ce contrôle dessus. Mais comme il y a cette différence très marquée aujourd'hui, nous pouvons justifier de nos traitements sur eux.
Il y a maintenant d'autres causes qui peuvent venir renforcer ce phénomène, ce double phénomène, et parmi lesquelles déjà le pouvoir. Avoir un enfant, c'est avoir une personne dont on va s'occuper, mais c'est aussi avoir énormément de pouvoir sur quelqu'un. Donc sans être une mauvaise personne, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer qu'on puisse éprouver une certaine satisfaction à avoir un sentiment de toute puissance sur autrui. Bien qu'on puisse on puisse être tout plein de bienveillance en même temps pour cette personne. Les difficultés qu'on rencontre dans notre vie, les obstacles, les contrariétés, les frustrations, etc. peuvent mener à un sentiment de perte de contrôle et la cohabitation avec une personne beaucoup plus jeune peut devenir une opportunité pour nous pour combler ce manque de contrôle, sans même qu'on en ait conscience. Et puis si nous avons nous-mêmes grandi dans un contexte familial où des personnes utilisaient leur pouvoir sur nous pour pallier à des lacunes personnelles, on pourrait être tenté plus tard de reproduire le même schéma. Autre cause, il y a l'amour. Une personne dont on va pouvoir s'occuper, c'est une personne qu'on va pouvoir aimer et qui va nous aimer en retour. L'amour de l'enfant pour celui qui s'occupe de lui au quotidien, c'est un amour certain. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on sera sûr de le recevoir. Ça nous permet de bénéficier d'une affection inconditionnelle sans qu'on ait besoin d'adopter tel ou tel type de comportement. Là où avec des personnes plus âgées, l'amour s'obtient surtout sous condition. Donc ça peut être un facteur très motivant à vouloir avoir un enfant rien que pour soi. Ensuite, il y a bien sûr la peur. On est dans une société qui joue énormément sur les peurs des gens et qui a fait entrer l'idée chez à peu près tout le monde que protéger un enfant et le maintenir à ses côtés et rien que pour soi sont deux choses quasiment synonymes. Ça augmente la peur de mettre son enfant en danger et aussi celle d'être mal perçu par la société. Et donc tout ça, ça renforce largement l'attitude très protectrice que les adultes ont envers les enfants. Puis il y a la bonne conscience. Il est plaisant de se dire que notre besoin d'avoir un enfant se justifie pleinement par notre volonté de le protéger. Il serait beaucoup plus difficile d'exposer publiquement que notre désir d'avoir un enfant viendrait d'un manque intérieur, d'un besoin affectif, d'une volonté d'avoir du contrôle sur quelqu'un parce qu'on manque de contrôle dans notre vie, etc. Et donc, comme je disais, se dire que nos motivations vis-à-vis de notre enfant résident principalement dans l'assurance de son bien-être et de sa protection, ça nous donne une grande satisfaction personnelle, ça donne une bonne conscience. Parce qu'on se dit que cet immense pouvoir que l'on a sur lui, on l'utilise de la meilleure manière qui soit. Voilà, vous pourrez aussi noter que nous, entre adultes, on se fréquente, mais on ne fréquente pas les enfants, on les a. Quand vous dites que vous fréquentez des personnes, il s'agit toujours d'adultes. On a cantonné les rapports adulte-enfant principalement dans deux sphères, la famille et l'école. On a des enfants, on a des élèves. Donc pour résumer très globalement, en empêchant aux enfants de participer à la vie sociale, de participer à la vie en société, on a en même temps retiré aux adultes leur pouvoir d'interagir avec eux. Ça mène à une impuissance qui va devoir trouver une compensation à sa mesure et qui se satisfera plus tard dans l'attribution totale ou presque totale de l'enfant aux adultes. On pourrait aussi se demander si aujourd'hui, dans notre monde où on est tous propriétaires, l'enfant ne serait pas devenu une espèce de propriété privée, donc une chose, un objet que l'on détient, mais un objet d'amour, un objet que l'on aime et auquel on est très attaché.